Bonjour et bienvenue dans ce 68e épisode. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélie Horner, 40 ans, passionnée par l'écriture, en cours de reconversion professionnelle pour devenir biographe prête-plume. Par ailleurs, j'écris des romans. J'ai plusieurs projets en cours et c'est ce travail que je partage ici avec vous dans une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, des réflexions, des techniques et des astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un peu les choses, mon tout premier roman, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce manuscrit est en pause et aujourd'hui, je suis sur la fin de l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours, Essais comiques sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler mon texte, je suis un atelier d'écriture grâce auquel je bénéficie de plusieurs services, notamment d'un diagnostic éditorial. C'est donc cet envoi que je prépare actuellement. Dans cet épisode, je vous parle de construction de personnages, de goût, de contexte, d'intime, de binôme d'écriture, de prédisposition naturelle, de sources d'inspiration, de détente, de recherche, d'appréhension, de retour de bêta-lecture, de fin, d'intention et de bien d'autres choses comme d'habitude. Tout de suite, retour en mars 2024. Bonne écoute à vous! Le jeudi 28 mars 2024. Je viens de découvrir un nouveau podcast, le podcast du Monde, Le goût de M. C'est une véritable mine d'or afin de construire ses personnages. Je me rends compte qu'un personnage, au-delà de son apparence physique, se caractérise à travers ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, donc à travers ses goûts. Et puis en plus, comme la journaliste va à la rencontre de personnalités d'un certain âge, ils viennent d'une certaine époque, et donc ce qui rejaillit, c'est aussi les goûts d'une époque. C'est aussi très représentatif d'une époque. D'ailleurs, pour travailler le contexte de mon roman, je me suis beaucoup inspirée de ce qui étaient les goûts de l'époque en fait. Qu'est-ce qu'il y avait à la radio, qu'est-ce qu'il y avait à la télé, qu'est-ce qu'il y avait comme musique, qu'est-ce qu'il y avait en mode vestimentaire, quelle était la politique de l'époque, quelles étaient un peu les idées de l'époque, quoi. Et tout ça, c'est une affaire de goût, et puis les goûts changent en fonction aussi des pays, des coutumes, des personnes, de l'éducation qu'on reçoit. En partant du goût, on peut dire énormément de choses sur quelqu'un et son époque, et un contexte. Ce qui fait que franchement, si vous avez envie de trouver des sources d'inspiration pour vos propres romans, pour savoir comment mieux caractériser un personnage, moi à un moment je me prenais la tête en me disant « Ouais, mais qu'est-ce qu'ils peuvent aimer les personnages ?» C'était toujours les mêmes idées qui me venaient. Ouais, ben un tel, il pourrait aimer ci, ça. J'avais pas trop d'idées, j'étais un peu sèche là-dessus et franchement j'aurais écouté ce podcast à l'époque, ça m'aurait donné plein de pistes. Là en écoutant les interviews, j'ai mon cerveau qui part en ébullition, j'ai plein d'idées pour le livre 2, je me dis il faut vraiment que je travaille là-dessus. Je me suis rappelé par exemple de la première fois que notre père il nous avait emmenés au cinéma pour aller voir Star Wars, donc du coup je me dis il faut absolument que je note ça dans la liste des scènes potentielles pour mon prochain roman, en tous les cas de contexte de scène, de voir un petit peu quels sont les films que j'avais vus à cette époque, pourquoi j'avais regardé ces films, quelles impressions ça m'avait laissé, parce que toutes ces choses-là peuvent servir de contexte pour développer une scène, parce que des fois en fait je cherche des contextes un peu plus originaux que ceux à quoi j'ai accès pour qu'ils soient un peu changeants, sinon c'est toujours un peu les mêmes motifs et ça devient redondant. Pareil, quelles étaient les lectures que je lisais, donc en quoi ces lectures-là pouvaient m'influencer, et même les chansons que j'écoutais. Moi, j'ai accordé énormément d'importance à la chanson française, qui était d'ailleurs la chanson pas du tout de l'époque, parce que moi j'écoutais plutôt la musique des années 60. J'étais vraiment en décalage par rapport à tous les jeunes de mon âge, mais ça a influencé ma manière de voir les choses aussi, quoi. D'ailleurs, j'utilise un peu des chansons dans mon roman. Je voulais pas trop faire ça au départ, parce que je trouve que souvent, c'est un peu calqué sur notre roman, mais ça m'est venu tout seul. Pour une scène en particulier, j'avais vraiment une chanson en tête qui m'a beaucoup fait réfléchir à l'époque, quoi. Ça a infusé dans mon esprit les chansons que j'écoutais. Et donc tout ça, ça influençait ma manière de voir les choses aussi. Et je m'en sers pour mon roman. À côté, je continue à lire, depuis bientôt 1 an maintenant, l'autobiographie de George Sand, Histoire de ma vie, qui est un énorme pavé de plus de 1300 pages, où elle passe les 500 premières pages à ne parler que de la vie de ses ancêtres, notamment celle de son père et de sa grand-mère à l'époque où elle n'était pas née. Donc je me suis quand même farci les 500-600 pages à ce propos,
parce que j'avais peur de louper des choses. Et puis moi, quand je lis un livre, je lis absolument tout. J'ai vraiment du mal à speeder sur des extraits, sinon j'ai l'impression qu'il me manque des éléments pour comprendre clairement les choses. Et donc là, je suis arrivée à la 1000e page à peu près, donc j'ai bien avancé. C'est vraiment un livre que je butine petit à petit parce que j'aurais du mal à ne lire que ça. Et elle est quand même très forte pour retranscrire son univers, quoi. Je vois les lieux dans lesquels elle a vécu, les personnages qui ont jalonné sa vie. Alors bon, il y en a tout un panel, donc c'est difficile de se repérer. J'avoue que je m'y perds un peu entre toutes les personnes dont elle parle. Je pense qu'elle en parle parce qu'à l'époque, ça devait être des gens plus ou moins connus, etc. Mais par contre, elle a une façon de les décrire, mais tellement pertinente. Elle a vraiment les mots justes et c'est hyper original. Chaque personnage prend une allure singulière dans la manière qu'elle a de les décrire. Donc rien que pour cela, ça vaut le coup de s'inspirer de ce qu'elle fait pour les descriptions de personnages. Et puis elle a une très grande finesse aussi en ce qui concerne la psychologie humaine. Ça, j'adore. Ça me rappelle un peu Elena Ferrante dans ce sens-là parce que c'est un petit peu le même genre de regard très fin sur l'être humain avec sa psychologie, toutes ses contradictions, ses aspirations, ses doutes, ses faiblesses, ses peurs, ses rêves, ses illusions, ses déceptions. Enfin, c'est vraiment tout ce qui constitue un être humain. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. C'est quelque chose que j'ai envie de travailler dans mes romans. Je suis beaucoup plus intéressée à parler de l'être humain qu'à parler de la société. Même si un être humain ne peut pas grandir hors société, hors sol. Il est forcément inclus dans une société. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment lui se déploie de l'intérieur. En fait, c'est marrant parce que si je reprends le travail de Nicolas Mathieu, alors avec l'unique roman que j'ai lu de lui, Leurs enfants après eux, c'est que lui, il a une grande finesse d'un point de vue sociologique. Il arrive vraiment à dépeindre une société, une classe, une époque, à travers des portraits de personnages. Et ce que j'aime, moi, c'est plutôt déployer l'intérieur d'un personnage. C'est d'ailleurs, je pense, qui m'a peut-être moins plu dans Nicolas Mathieu. C'est qu'il va moins dans l'intime des personnages. On est plus à l'extérieur vis-à-vis d'eux. Mais parce qu'il est sans doute moins à l'aise, comme la plupart des hommes, je suis désolée de dire ça, mais la plupart des hommes ne sont pas très à l'aise avec tout ce qui concerne l'intime. Et généralement, les femmes autrices sont assez douées dans ce domaine-là. Je dis pas que les hommes ne sont pas du tout doués dans ce domaine-là, il y en a qui s'en sortent très bien, il n'y a aucun souci de ce point de vue-là, mais c'est vrai qu'on a moins incité les hommes à cultiver leur intérieur. Pendant des siècles, on a incité les hommes à beaucoup plus de pudeur que les femmes, quoi. Ne serait-ce que par rapport à cette injonction que les hommes ne doivent pas pleurer. Ça veut dire beaucoup. Les hommes devaient être forts, ils ne devaient pas laisser passer un trait de faiblesse, ce qui est en train de changer aujourd'hui. Mais ce qui fait que si on veut pas montrer sa faiblesse, faut pas trop aller voir à l'intérieur de soi. Parce qu'on a tous une faiblesse, une fêlure, une cassure en nous, évidemment. Je suis très en forme aujourd'hui, j'espère que ça va s'en ressentir sur ma journée. L'écriture est finie pour aujourd'hui, je vais lire le texte que ma binôme d'écriture m'a envoyé, je vais lui écrire mes retours aujourd'hui. Je vais également me renseigner parce qu'on a reçu les biographies de tous les élèves de ma formation de biographe et on a chacune même, puisqu'on n'est que des femmes, à lire la biographie de 2 personnes en priorité et puis toutes celles des autres. Sauf qu'on a à les lire selon un certain angle de vue. Et pour l'instant, on n'a pas reçu la grille de lecture, sachant que ma prochaine formation, mon prochain module, le 4e, soit l'avant-dernier, a lieu du 8 au 11 avril. Le vendredi 29 mars 2024. Hier, j'ai reçu les retours de ma binôme d'écriture qui me corrigeait 3 chapitres. En fait, j'aime beaucoup parce qu'elle écrit plutôt très bien et elle a tendance à tout de suite voir quand mes tournures de phrases sont alambiquées, maladroites, lourdes. Ce qui fait qu'elle m'aide beaucoup à retravailler mon texte et ça me fait le plus grand bien. Parce que, contrairement à beaucoup d'auteurs, je n'ai pas de prédisposition pour l'écriture. Ça me demande un vrai travail de composition, d'écrire bien. Après, je suis persuadée que je peux arriver à améliorer mon style à force de le travailler. Mais disons qu'à la base, on m'a jamais dit que j'écrivais bien et je ne pense pas que c'est une qualité que j'ai.
Et donc là, je retravaille et je vais enregistrer un chapitre. Il y a un chapitre dans lequel elle a fait énormément de corrections. Alors c'est un chapitre que j'ai écrit récemment, que je n'ai pas encore beaucoup retravaillé par rapport au reste du texte. Et donc là, elle m'a mis plein d'annotations, ce qui fait que je suis un petit peu perdue. Je sais pas à quel point il fonctionne bien. Donc je pense que je vais m'enregistrer pour savoir s'il marche, quitte à me réécouter plus tard. C'est le chapitre que j'ai rajouté récemment à haute tension dramatique. Hier, j'ai eu des nouvelles de ma dernière relectrice qui m'a confirmé qu'elle avait bien reçu mon manuscrit. Donc maintenant, j'attends son retour pour fin de semaine prochaine. J'aime assez ce moment où je travaille sur mon texte. J'avais peur de ne pas savoir quoi faire, mais en fait, je suis bien occupée. Bon, déjà ce matin, j'ai fait les corrections de ma binôme d'écriture. Ça m'a pris pas mal de temps. Et en plus, comme j'ai eu une insomnie, je me suis réveillée très tôt. Donc j'ai commencé à bosser, il était 5h30, quoi. Et je continue à retranscrire mon journal, ce qui est source d'inspiration à nouveau. Donc je note des idées pour approfondir mon contexte, pour des pistes de réflexion dans mon roman plus tard. Je vois plein de choses qui m'intéressent. Je pense que ça dépend vraiment des périodes de journal et ça dépend dans quel mood je suis. Là, comme j'ai pas de pression, j'ai pas de deadline, j'ai rien, je n'ai qu'à attendre des retours. Je suis vachement plus détendue, ça fait vraiment du bien. Je me rends compte, ça fait une éternité que j'étais pas du tout dans cette dynamique. Et ça fait du bien de reprendre un rythme plus cool autour de mon travail, sans pression. Même si la pression, il n'y en a pas, hein, c'est juste moi qui me la mets parce que je veux pas déborder trop pour atteindre un objectif dans les plus brefs délais, quelque part, quoi. Mais ce faisant, en fait, je me bloque vachement, je me mets pas mal de pression, je me rends compte. Donc là, c'est un temps plus paisible. Et puis aussi, j'ai travaillé du coup un peu le contexte de mon roman en m'inspirant des questions qui sont posées dans le podcast Le goût de M. Ça me permet de travailler autour de l'ambiance familiale de mon personnage, savoir comment la maison est décorée, est-ce qu'il y a de la musique, qu'est-ce qu'on mange à table, enfin des trucs basiques, mais qui me permettent d'approfondir un petit peu le contexte. Quels sont aussi les goûts des parents, qu'est-ce qu'aime la mère, qu'est-ce qu'aime le père, enfin tout ça, parce que c'est des choses qui sont encore un peu floues pour moi. Et comme c'est des éléments qui peuvent me servir pour la suite du récit, ça peut être pas mal de travailler autour. Bon, ce faisant, évidemment, ça me donne envie de rajouter plein de trucs dans le livre 1, mais je vais m'en empêcher, hein, parce que le but, c'est pas de tout recommencer le travail. Mais peu à peu, j'apprends à faire des recherches et je commence à y prendre du plaisir. Je pense que ce que j'aimais pas à la base dans le fait de faire des recherches, c'est que je n'ai jamais su comment m'y prendre. Et là, petit à petit, je trouve des pistes, des manières de faire. Je sais ce que je vais pouvoir utiliser dans mon roman. Parce qu'avant, pour moi, faire des recherches, c'était très flou. À un moment, je sais que j'ai fait des recherches pour l'Inde de Soulage. J'ai été voir la faune et la flore de cette région, mais je ne savais pas quoi utiliser. Et c'est vrai que faire des recherches en amont de son roman, on ne peut pas vraiment savoir de quoi on va avoir besoin. En tous les cas, tant qu'on n'a pas d'expérience de recherche. Je pense que c'est au fur et à mesure qu'on sait où aller chercher, qu'on note ce qu'on va pouvoir utiliser, mais au départ, c'est un peu flou. Et là, de ce côté-là, ça commence à s'éclaircir. Je sais ce que je vais pouvoir utiliser ou non. Donc ça commence à devenir intéressant, ces recherches. En tous les cas, plaisant à faire. Je sais un peu mieux de quoi j'ai besoin maintenant. Le lundi 1er avril 2024. Je continue à travailler sur l'essai comique. Je suis en train d'approfondir le contexte familial d'Apolline notamment. Alors c'est sûr que c'est des choses que j'aurais dû faire en amont, mais c'est pas grave, ça me permet d'agrémenter un peu les choses, d'approfondir. Et puis pour l'avenir, ça me servira à donner toujours plus de profondeur à ce texte. De toute façon, je pense que c'est quelque chose que j'aurais eu du mal à faire en amont de l'écriture parce que j'ai du mal à me projeter tant que j'ai pas écrit l'histoire. En même temps, je prépare le livre suivant. J'ai des idées qui me viennent, notamment en retranscrivant la suite de mon journal, et ça me donne plein d'idées, notamment pour voir les préoccupations que je pouvais avoir à cet âge-là, à cette époque, la manière dont je voyais le monde, qu'est-ce qui m'intéressait, et puis les expériences de vie que je pouvais avoir. C'est vraiment très intéressant de me servir de ce matériau-là.
Mais là, je ne fais que prendre des notes. Cela m'inspire des réflexions, des idées de scènes, de contexte aussi, là où pourraient se dérouler certaines scènes. Et rien de plus. Pour l'instant, je n'écris pas vraiment sur le deuxième livre. J'ai écrit un petit extrait là dernièrement sur la manière dont il pourrait commencer. Je suis en train un peu de voir quel est le contexte de démarrage du livre. Je pense démarrer avec la rentrée scolaire et faire peut-être des flashbacks sur ce qui s'est passé durant l'été. Mais j'ai déjà écrit d'ailleurs la première scène du livre 2, qui est pour le coup une scène de fiction pure. Donc je suis assez contente, dans mon souvenir en tous les cas. J'espère que je ne serai pas déçue en la relisant, ce qui risque d'arriver, parce que généralement, quand je garde un bon souvenir de ce que j'ai fait, quand je relis beaucoup plus tard, c'est un petit peu en décalage avec le souvenir que j'en avais gardé, mais bon, peu importe, c'est pas très grave. Je suis un petit peu inquiète aussi de recevoir mes retours de cette bêta lectrice. J'ai un peu peur qu'elle mette en lumière plein de choses qui ne vont pas dans mon roman et que je me retrouve à devoir encore rebosser mon texte comme une dératée les prochaines semaines avant de pouvoir l'envoyer au diagnostic éditorial. Voire que je sois même obligée de refaire appel à une bêta-lecture parce qu'il y a de gros changements à faire avant l'envoi au diagnostic éditorial. Faudrait que je me prépare psychologiquement à ça, même si moi, en mon fort intérieur, j'ai le sentiment de quelque chose d'accompli. Après, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que je m'écoute ? Tout dépendra des retours qu'elle me fait. Parce que de toute façon, même envoyé en diagnostic éditorial, même envoyé en maison d'édition, le texte peut toujours être travaillé. Donc si moi, en l'état, je considère qu'il est plus ou moins abouti, je vais pas m'amuser à le remanier éternellement, seul dans mon coin, alors qu'une maison d'édition risque de me le faire remanier de toute façon. Le mardi 2 avril 2024. Je viens de recevoir les retours de ma dernière relectrice, avec une telle rapidité que j'en suis toute surprise. C'est rare que ça se passe dans ce sens-là. Ça arrivait souvent avec ce texte, donc c'est plutôt encourageant. Ses retours sont plutôt positifs de manière générale. Elle m'encourage à envoyer mon texte au diagnostic éditorial. Elle a quelques questionnements par rapport à la fin notamment. Je les ai lus rapidement, donc peut-être que je serai plus en mesure de vous en parler un peu plus en détail demain. Mais là, de tête, elle était interpellée par la fin, qui pour elle ne semblait pas forcément judicieuse ou pertinente par rapport aux propos de mon livre. Alors moi, je suis pas totalement d'accord avec ça, même si je comprends ce qu'elle veut dire, et que forcément, ça me questionne. Pour elle, c'est plutôt un roman jeunesse, mais dans le bon sens du terme, dans le sens que ça dégrade pas du tout la qualité de mon texte. Si tout le monde considère que c'est un roman jeunesse, ce sera un roman jeunesse, peu importe. Donc demain, je vais reprendre tous ces retours qui sont quand même très très précis, très détaillés. Elle m'a fait un long mail. Et puis je vais voir s'il y a des choses à corriger avant de l'envoyer au diagnostic éditorial. Mais à première vue, non. Le travail est déjà abouti tel quel. Voilà, même s'il subsiste ce questionnement vis-à-vis de la fin. Mais bon, ça c'est quelque chose qui est matière à réflexion, que je peux pas trancher comme ça. Et moi, je sais pourquoi j'ai choisi cette fin-là. Je pense que de toute façon, ces retours ne vont pas m'empêcher. D'ailleurs, c'est ce qu'elle me dit. En gros, elle m'encourage à l'envoyer au diagnostic éditorial. Pour elle, je suis allée au bout de ce que je pouvais faire toute seule. C'est assez bien abouti. Il n'y a pas de raison de retravailler encore et encore. Donc, demain, je relis ça à tête reposée. Et je vais préparer du coup mon envoi. J'avais besoin d'être rassurée. Elle m'a rassurée. Donc voilà, passons à l'étape suivante, Je vais arrêter de tergiverser indéfiniment. Bon, après, il va falloir quand même que j'attende 2 mois. Et là, je sais que c'est pas très judicieux de faire ça, ni très stratégique, mais je pense reprendre mon roman de fantasy. J'ai envie de me replonger dans la littérature de l'imaginaire. Là, ces derniers temps, j'arrive pas à trouver des bons bouquins qui me prennent aux tripes. Soit c'est de la littérature populaire que je lis avec plaisir, mais sans avidité, puis sans que ça me nourrisse trop. Soit c'est de la littérature un peu plus intellectuelle et dans laquelle je bâille aux corneilles. J'arrive pas à trouver un bon livre qui me prenne, qui m'embarque, qui me transcende et qui me permette de m'évader. J'ai envie de m'évader en ce moment. Donc j'ai envie de retourner un peu en enfance avec de l'imaginaire. Quand je dis retourner en enfance, c'est juste retourner dans un monde parallèle.
et que les enfants sont plus sujets à se plonger dans des mondes parallèles que les adultes. Mais ça n'empêche pas de lire de la littérature, de l'imaginaire pour adultes. D'ailleurs, les livres que j'ai sont des romans pour adultes. Les livres qui attendent dans ma bibliothèque depuis 1 an maintenant, puisque c'était des livres que j'avais reçus pour mon anniversaire l'année dernière. Donc j'en ai deux débuts de série. Alors j'aime pas trop avoir juste les premiers tomes d'une série, parce que si jamais je suis hyper embarquée dans ma lecture et que j'ai pas la suite, c'est une frustration énorme. Alors si la suite est écrite, il n'y a pas de problème. Si la suite n'est pas écrite, là par contre, je suis un peu réticente à m'y lancer, parce que j'avais commencé à lire Le Trône de Fer, et je suis un peu frustrée d'avoir lu tant de textes pour ne jamais avoir obtenu la fin en roman. Alors bien sûr, j'ai eu accès à la fin de la série. Voilà, j'ai pas été spécialement déçue, mais j'ai pas non plus été spécialement emballée par cette fin-là, et moi j'aurais beaucoup aimé avoir la fin de la série en livre. Parce que clairement, j'avais beaucoup plus d'attachement au livre qu'à la série. Donc j'ai pas envie de renouveler l'expérience. Une fois m'a suffi, donc si les livres ne sont pas écrits, je préfère ne pas me lancer dans leur lecture. Le mercredi 3 avril 2024. J'ai relu à tête reposée les retours de ma dernière relectrice. Ils sont très encourageants, très enthousiastes. Mon texte fonctionne, donc tout ça c'est très bien. Mais si hier j'étais prête à l'envoyer au diagnostic éditorial, aujourd'hui je pense que ce serait un peu précipité, encore. Et c'est pas une question de repousser l'échéance. C'est que ces retours questionnent beaucoup l'intention de mon roman. J'ai l'impression qu'avec la nouvelle version de mon texte, c'était d'ailleurs un de mes grands questionnements en faisant cette dernière relecture, tronque l'intention que j'ai voulu y mettre. Ou alors c'est le regard de cette relectrice qui est un peu biaisé par son intérêt personnel. J'ai l'impression que ce qui a intéressé cette relectrice, c'était les relations familiales, plus que les histoires amoureuses de mon personnage. Parce que pour elle, à cet âge-là, c'est ce qui représente l'amour, on va dire. Alors je le comprends tout à fait, en effet, c'est très important la famille à cet âge-là. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les histoires d'amour d'Apolline, avant ses relations familiales. Sa famille, c'est plus un contexte dans lequel elle évolue. Alors évidemment, il faut que je développe, parce que c'est aussi important que le reste, mais ce n'est pas mon intention de parler de l'amour qu'il y a dans une famille. Même si j'en parle, évidemment, ça fait partie quand même du sujet global de mon roman. Elle me disait que si elle était éditrice, elle me ferait un peu approfondir ses relations en famille et resserrer le reste. Mais en fait, moi, la base de mon roman, c'est le reste. Et donc j'ai l'impression que ça a déséquilibré l'intention que je voulais y mettre, cette dernière version. Ou alors c'est juste parce que cette relectrice en particulier est plus intéressée par une thématique qu'une autre. Donc ça, il faudrait que j'en discute avec elle, premièrement. Autre chose, c'est qu'elle se questionnait par rapport à ma scène de fin. Pour elle, c'était autre chose. Bah, évidemment, si elle a lu mon texte avec ce regard-là, en pensant que j'avais voulu mettre cette intention-là, la scène de fin est déconnectée de ça. Alors que pour moi, la scène de fin se justifie totalement par rapport à ce que j'ai envie de mettre dans mon texte. Donc là, le gros doute que j'ai, c'est est-ce que je mets pas ce qu'il faut dans mon texte? Avec les derniers changements que j'ai faits, j'ai tronqué mon intention, ce qui entraîne le lecteur sur la mauvaise voie. Ou est-ce que c'est ma relectrice qui, avec son regard personnel, a vu d'une certaine façon mon texte qui ne correspond pas à ce que j'y ai mis? La question se pose, parce qu'elle questionne même la scène de démarrage. Alors que moi, j'ai fait plein d'essais au niveau du démarrage de mon texte, parce que je ne savais pas où le commencer. Si j'ai choisi de mettre cette scène en particulier, c'est parce qu'elle parlait de l'intention de mon livre. Et elle commencerait avec la scène suivante. Mais sauf que si on commence la scène suivante, j'induis mon lecteur dans une mauvaise direction. C'est bien pour ça que je n'ai pas commencé avec la scène suivante. Donc ça, ce sont des questionnements que je vais évoquer avec elle. Je pense que le mieux, c'est qu'on s'appelle, parce que par écrit, on risque d'avoir du mal à se comprendre. Donc je vais voir quand est-ce qu'elle est disponible. J'espère ces jours-ci. L'autre possibilité que j'ai avec ça, c'est de le renvoyer à une ancienne bêta-lectrice pour qu'elle relise cette dernière version, qu'elle compare un peu les deux. Qu'est-ce qu'elle en pense? Mais après, c'est pareil. Si elle me dit, non, moi je trouve que c'est mieux cette dernière version, mais
on comprend tout à fait le propos de ton livre, mais comme elle aura en mémoire la première version qu'elle a lue et l'intention que j'ai voulu y mettre, elle va le lire avec ce regard-là. Donc à quel point va-t-elle être en mesure de me dire si ma nouvelle version ne tronque pas l'intention de mon texte? Parce que je pense qu'aussi, on lit un roman avec un certain regard, on le lit avec nos intérêts personnels, etc. Donc c'est très difficile d'être objectif sur un texte. Donc c'est là où il faut se méfier, entre guillemets, des retours de bêta-lecture, parce que on y met tous une intention personnelle, un intérêt personnel, et du coup notre regard est biaisé, forcément. Mais là, j'ai du mal à savoir si c'est mon texte qui pêche, ou si c'est le regard de ma relectrice qui est biaisé. Parce que quand je l'écoute faire ses retours lorsqu'on est à la journée des auteurs, où on lit chacun des extraits de nos romans, ces retours sont tous d'une extrême pertinence. Elle est vraiment à l'écoute du texte, quoi. Donc j'ai du mal à me dire que, en lisant mon texte, elle avait déjà un regard qui biaise sa façon de le juger. J'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un de plutôt objectif. En tous les cas, quelqu'un qui est à l'écoute. Alors c'est vrai que ça peut vraiment paraître pour des excuses pour ne pas envoyer mon texte au diagnostic éditorial, c'est sûr. Mais ça serait trop bête de me précipiter pour l'envoyer, pour que la personne qui lit mon texte au diagnostic me fasse exactement les mêmes retours que ma dernière relectrice. J'imagine très bien me demander, parce que c'est la première question qu'elle pose généralement, quelle est l'intention de ton texte? Et moi je vais lui répondre, elle va dire, c'est pas ce qu'il y a dans ton roman. Ok, dommage. C'est exactement ce que m'a dit ma dernière relectrice. Ça serait bête, alors que mon texte tenait la route auparavant, que ces derniers changements aient biaisé son intention. Et ça, il faut vraiment que je m'en assure avant de l'envoyer au diagnostic éditorial. Donc là, je suis un peu perdue parce que du coup, je ne sais pas dans quelle direction aller. Le jeudi 4 avril 2024, je viens d'avoir ma dernière bêta-lectrice au téléphone. On a pas mal échangé, on a parlé plus d'1 heure. Bon, après, on a un petit peu dévié dans notre conversation parce qu'on a parlé de l'écriture en général. On a pas mal de points communs d'ailleurs au niveau de la façon d'envisager la vie par rapport à l'écriture, etc. Mais surtout, ça m'a fait énormément de bien de parler avec elle par rapport à mes questionnements. Donc il y a 2 choses qui ressortent de cette conversation. C'est que la fin, alors c'est pas comme ça qu'elle me l'a dit, mais c'est comme ça que je l'interprète, elle est mal amenée. Pour elle, c'est vraiment un autre mouvement, un autre temps dans cette fin, comme si elle avait été juxtaposée à une première fin qui se tient en elle-même. Comme si c'était un ajout superficiel, même si elle dit en tant que telle, elle est très bien cette fin. À l'intérieur, elle est très bien écrite, c'est très juste, on comprend exactement ce qui se passe, tout ça. Mais pour elle, c'est une autre intention avec cette fin. Pour elle, il faudrait l'enlever. Mon texte marcherait très bien sans cette fin-là, sauf que moi, je tiens absolument à cette fin, qui est limite la fin pour laquelle j'ai écrit ce texte, quoi. Donc il y a une autre possibilité, parce que pour l'instant, je suis pas du tout prête à la retirer, c'est qu'elle n'est pas assez préparée. En fait, si vous voulez, tout mon texte se passe pendant l'année scolaire. Et là, cette fin a lieu l'été à la plage, quoi. Donc c'est vraiment un autre contexte, un autre univers, un autre mouvement. Et c'est vrai que ça choque un peu, entre guillemets, par rapport au reste du texte. Donc elle m'a proposé de faire un essai, c'est-à-dire de mettre une partie de cette fin en début de roman. Et moi, j'ai une idée un petit peu de la manière dont je pourrais commencer différemment mon texte pour que cette fin vienne encadrer tout mon roman. Ce qui viendrait du coup complètement la justifier. Donc, je vais retravailler ça là les prochains jours. Elle m'a même proposé de me relire, en tous les cas pour ce paramètre-là. Donc ça, je vais retravailler. Autre chose qu'elle m'a dit, c'est que mes flashbacks mis au présent, pour elle, ça marche pas. C'est un effet stylistique complètement surfait qui l'ont un peu choquée. Comme j'y tiens pas plus que ça au présent de mes flashbacks, je pense que je vais tous les remettre au passé, comme ils étaient écrits auparavant. Et puis voilà, je vais travailler sur pourquoi mon personnage narrateur tient à écrire cette histoire. En fait, ce qui m'embête, c'est que j'ai une autre idée pour commencer ce roman, qui justifierait plein de trucs dans mon roman, qui permettrait d'ailleurs de justifier la fin, de préparer la fin dès le démarrage. Et puis qui serait drôle en plus. Mais j'aimais bien comme ça démarrait mon texte, je trouvais que j'avais un super bon début jusqu'à présent. Bon, ce sont des choses sur lesquelles il va falloir que je réfléchisse, je verrai ça demain. C'est tout
pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser des commentaires et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Cela m'aide énormément à le faire connaître et surtout, cela m'encourage beaucoup. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram, @AureliaHorner. Toutes les informations sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez des maisons d'édition à me conseiller pour l'envoi de ma comédie dramatique, ce serait super gentil à vous de m'en faire part. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h, sur votre plateforme d'écoute préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine et à bientôt!